Je m'appelle Camille Momé, je suis chercheuse INRIA dans l'équipe MPEN, donc c'est une équipe qui est affiliée à l'Université de Rennes, INRIA, CNRS et INSERM. Je suis neuroinformaticienne. Je m'intéresse aux données dans le contexte de l'imagerie cérébrale et comment mieux les utiliser pour comprendre notre cerveau. Je m'intéresse personnellement particulièrement à la problématique de la réutilisation des données, comment on va pouvoir utiliser des données qui ont déjà été produites dans un autre contexte, notamment avec l'augmentation de l'ouverture des données. J'ai été recrutée en 2017. J'ai commencé en tant qu'ingénieur de recherche pendant 2 ans. Donc, j'ai un diplôme initialement d'ingénieur en informatique. J'ai défendu ma thèse en 2013, donc à l'université de Rennes. Et ensuite, je suis partie en post-doctorat au Royaume-Uni pendant 4 ans pour ensuite revenir en France avec un poste de chercheur. Dans ma thèse, un des points que j'ai abordé sur la question des données, puisque dans l'évaluation environnementale, c'est la disponibilité de la donnée, sa qualité, mais aussi sa capacité à être interrogée, la sémantisation des données. Donc vous parlez là de sémantisation des données, moi ça fait écho à des travaux que j'ai menés dans cette communauté aussi avec d'autres groupes, notamment sous l'égide de l'INCF qui est l'International Neuroinformatics Coordinating Facility, où on va effectivement développer ce qu'on appelle des standards qui vont permettre de partager les données, mais aussi de partager assez de métadonnées avec ces données pour qu'elles fassent sens. Et donc, il y a une partie des modèles qui sont basés RDF, donc effectivement avec du Sparkle, mais jusque-là, on avait finalement pas du tout de standard pour représenter les données. C'est-à-dire que chacun allait... donc, on travaille beaucoup à base de fichiers localement sur la machine parce que les outils, finalement, historiquement, sont beaucoup des outils locaux. Et donc, jusque-là, il y avait peu de standards. Donc, en fait, chaque laboratoire représentait les données d'une certaine façon. Donc, quand je dis les données, ça va être... par exemple, quand on a plusieurs participants, chaque participant va avoir plusieurs images. Ça va être une image anatomique qui va être une sorte de photo du cerveau, une image fonctionnelle qui va montrer l'activité cérébrale, et ainsi de suite. Et donc, toutes ces données qu'on rattache à un participant, il va falloir les organiser d'une certaine façon pour qu'on sache, eh bien, telle image appartient à telle personne, c'est tel type d'imagerie, et ainsi de suite. Et ça, on n'avait pas de façon standardisée de le représenter. Et donc, en 2016, a été publié un article qui propose un modèle qui est vraiment simple, qui est juste basé sur des dossiers, des fichiers JSON, et qui permet de structurer finalement ces informations-là. Alors, c'est pas aussi puissant que du RDF, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir interroger si on a plusieurs jeux de données qui sont représentés avec ce standard qui s'appelle BIDS pour Brain Imaging Data Structure, ça va pas être facile d'aller les interroger, mais au moins les métadonnées sont structurées, ce qui permet d'avoir des algorithmes qui vont venir pouvoir les interroger, ce qui avant finalement on était obligé de modifier le code à chaque nouveau jeu de données qu'on allait regarder. Et alors, est-ce qu'à cette occasion d'une forme de normalisation de la communication des données scientifiques sur cette discipline, il y a eu une forme de normalisation, on va dire, juridique sur des questions de licence? Alors la question de licence, elle n'est pas tellement couverte. Par contre, ce que ça a vraiment ouvert, c'est un questionnement sur comment gérer le consentement des participants tout en permettant l'ouverture des données. Parce que quand on récupère le consentement des participants, il faut donner il faut expliquer de quelle façon les données vont être utilisées finalement. Et avec l'ouverture des données, on ouvre un spectre beaucoup plus large. Donc il faut être sûr qu'on décrive de façon appropriée cette idée que les données vont être partagées, qu'elles vont l'être de façon sûre et quels sont potentiellement les risques qui sont associés. En psychologie, j'ai pu observer des conflits sur l'usage des données. En gros, une production de données par un ou une chercheuse et des tentatives d'appropriation et un rapport de propriété par rapport aux données produites. C'est des choses qui persistent dans
dans ta discipline ou c'est pas du tout le cas, ça ne l'a jamais été? Comment ça se situe? C'est une problématique qui existe dans la discipline, notamment parce que produire des données IRM, ça coûte très cher, ça coûte cher en temps et ça coûte cher aussi. L'appareil IRM, c'est une machine qui coûte cher. Il faut l'acquisition en elle-même demande des personnes qui ont des compétences particulières. Donc l'acquisition des données, c'est quelque chose qui va coûter de l'argent. Et donc on a effectivement ce sentiment d'appropriation des données. Je pense que c'est en train de changer dans la communauté. C'est en train de changer notamment, de mon point de vue, parce que il y a une prise de conscience que de travailler avec des jeux de données qui sont petits, parce que finalement, quand chaque laboratoire réalise ses propres acquisitions finalement pour répondre à ces problématiques de recherche, on va travailler avec des jeux de données qui sont forcément d'une taille assez limitée parce que, encore une fois, l'acquisition IRM a un coût. Monter une étude, ça a un coût en temps, en argent et ainsi de suite. Et donc, on se rend compte que de travailler avec des petits jeux de données, c'est compliqué parce que ça réduit les questions de recherche qu'on peut poser. Il y a eu il y a quelques années cette question de crise de reproductibilité qui finalement questionne est-ce que les résultats de recherche qu'on obtient sont aussi robustes que ce qu'on voudrait le croire. Et donc finalement, une des possibilités pour attaquer ce problème, c'est de travailler avec des plus gros échantillons de données. Et travailler avec des plus gros échantillons, souvent, ça veut dire travailler de façon plus collaborative pour créer un jeu de données. Je ne travaille pas directement avec des patients. Dans l'équipe, on a une plateforme d'imagerie qui s'appelle Neurinfo, qui est située à l'hôpital de Rennes. Et on travaille en collaboration avec des médecins, mais je ne travaille pas personnellement avec des patients. De Neurinfo. Et est-ce que tu sais s'il y a eu des retours de patients où il y avait des objections ou au contraire un enthousiasme? Je vais avoir du mal à me positionner sur ces questions-là parce que je suis un peu trop éloignée de l'acquisition en ce moment. Que justement dans mes interrogations sur l'ouverture de la recherche, de ces données, de ces pratiques, il y avait cette interrogation de savoir est-ce que c'est un biais de mon point de vue situé en ayant été chercheur et maintenant étant hors d'institution, de cette capacité d'interagir avec le milieu de la recherche, et est-ce que finalement les autres contribuables n'en ont rien à faire de particulier et ni ne souhaitent ni n'ont d'attente particulière, ou est-ce qu'au contraire, quand la possibilité est soulevée, il y a une appétence et une envie finalement de contribuer à la recherche? Je vois quand même deux axes au moins de réflexion autour de ça. Le premier, c'est que un composant de la science ouverte, c'est aussi cette idée de permettre de mettre à la disposition de la communauté scientifique, mais au-delà des citoyens, un certain nombre de données et de résultats de recherche. Garder moins les résultats de la recherche uniquement dans la communauté des chercheurs, mais tendre vers l'ensemble des citoyens, parce que finalement, c'est des problématiques qui concernent tout le monde. Et pour ce qui est du partage de données, il y a aussi un volet, et moi c'est plutôt les retours que j'ai, mais c'est pas des retours directs, donc je sais pas si c'est ce que j'ai envie d'illustrer, mais ce que j'ai entendu dans notre communauté, c'est que un intérêt aussi d'un participant qui accepte de participer à une étude de recherche, il va plutôt avoir envie que ces données puissent être utiles au plus grand nombre plutôt que limiter à une étude où finalement il va pouvoir avoir un impact plus important sur les résultats de recherche. Historiquement, la problématique du rapport de propriété par rapport à la production scientifique venait d'un coût à la production de ces données. Je suppose qu'il y avait des attentes de valorisation. Est-ce que dans ta discipline, tu pourrais éclairer les attentes de valorisation vis-à-vis des données, mais de l'activité de recherche en général, que ce soit la pression à publication dans certains canaux ou la production de brevets. Enfin, je sais pas si ce sont des unités de valorisation ou certaines universités ont des groupes spécifiques
Alors, bon, le premier type de valorisation, c'est ce qu'on retrouve partout dans la recherche, hein, c'est d'écrire des articles scientifiques. Une chose peut-être intéressante liée à la notion finalement d'ouverture des données, c'est ce qu'on appelle les data papers, donc les articles sur les données, qui sont un type d'article qui permet finalement non pas de décrire le résultat d'une étude, d'une analyse sur les données, mais de décrire un jeu de données brut qui va être finalement mis à disposition de la communauté. Donc ça, c'est une façon de contrebalancer ce que je disais tout à l'heure, où finalement les données IRM ont un coût. Finalement, aller ouvrir des données accompagné d'un article, c'est une façon c'est une façon de valoriser ces données. C'est le rendre citable. Pardon, de les rendre citables. Exactement. Et donc la publication et la citation, c'est quelque chose qui est très important pour les chercheurs, pour la carrière des chercheurs. Qu'on aime ça ou non, c'est quand même le modèle dans lequel on est actuellement. Et donc ces articles sur les données permettent de faire un peu rentrer finalement l'ouverture des données dans ce système qui existe. Mais je pense que de plus en plus on voit donc ça, c'est le système classique de valorisation des résultats. Mais je pense que de plus en plus, on voit cette notion de science ouverte qui devient quelque chose de valorisable. Ça devient valorisable, on peut penser aux compétences, par exemple, qu'on développe en sciences ouvertes. Prenons par exemple un doctorant ou un postdoc ou même un chercheur qui aurait partagé des données. Je pense que c'est quelque chose maintenant qu'on peut mettre dans un CV parce que les groupes de recherche ont de plus en plus besoin de faire ça. Et donc, c'est une compétence qui est recherchée. Donc, c'est quelque chose qu'au niveau personnel, on peut aussi valoriser. Et c'est important parce que pouvoir valoriser ses compétences au niveau personnel, ça veut dire que les personnes qui s'intéressent à la science ouverte ont plus de chances finalement de rester dans le système. Et au type de valorisation, je pense que de plus en plus, en dehors des articles, on va valoriser d'autres types de résultats pour une étude. Donc, on a déjà parlé de la possibilité de partager les données, qui vont être les données brutes, les données d'entrée, mais on peut aussi regarder de plus en plus le partage du code. Donc, ça va pas être forcément un outil logiciel qui va être réutilisable, mais plutôt le code qui décrit l'analyse qui a été effectuée. Eh bien ça, on voit des efforts pour rendre le code citable lui aussi. Et ça, typiquement, c'est partagé au sein d'un article. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, aujourd'hui, de plus en plus, on a des mécanismes qui nous permettent d'aller mettre ce code dans l'article. Donc ça va être par exemple en utilisant Zenodo qui crée un DOI, ça va être ou bien en utilisant Software Heritage qui nous permet d'avoir des URL qui vont rester persistantes dans le temps, parce que c'est important d'être sûr que notre code sera accessible plus tard. Donc ça, c'est la première façon finalement de partager du code, et généralement, je dirais que ça se fait au sein de l'article. Mais on voit aussi, pour valoriser plutôt des librairies, des outils qui vont pouvoir être réutilisés par d'autres, on voit des journaux. Je pense à JOST, je crois, Journal of Open Science Software, qui est une façon assez simplifiée, qui se passe totalement sur GitHub, d'aller finalement publier un outil logiciel et de le rendre encore une fois citable. Et là, ce journal-là est vraiment se concentre vraiment sur créer une procédure qui est la plus simple possible, c'est-à-dire qu'un code et de vérifier un certain nombre d'aspects du code pour qu'il soit de bonne qualité, donc avoir de la documentation et qui puisse être compréhensible par tous, peut-être avoir des guides sur comment contribuer et ainsi de suite. Donc ça, c'est un type d'article. Et sinon, il y a d'autres journaux plus classiques qui vont permettre de faire des articles sur ces outils logiciels. Et donc là, on va publier l'outil tout seul. On m'avait opposé dans les discussions sur les modèles de journaux scientifiques ouverts,
notamment sur la question de Epicence, du fait que tu connais Epicence ou... J'en ai entendu parler, mais je veux bien... Alors, le principe des journaux d'archives, donc les overlay journals, c'est Oui, un dépôt sous Archive, HAL, d'autres, oui, avec une relecture par les pairs. Donc, c'est de la post-publication peer review, mais la qualification de journal arrive après coup. Donc, c'est comme s'il y avait un préprint, une soumission, mais le tout de façon ouverte. Donc ça s'appelle des overlay journaux et c'est des journaux en surcouche d'archives. Le CCSD, donc l'unité de service de la communication scientifique directe du CNRS, est en charge de la plateforme qui s'appelle Epicence. Donc ceux qui gèrent HAL gèrent aussi Epicence. d'accord. Le principe, c'est de porter au sein de HAL des journaux d'archives. De mémoire, il y en a quelques-uns en maths et en info déjà. Ce qui m'a été opposé, c'était qu'il y a quand même du travail d'édition à faire. Les échanges avec les relecteurs, on va dire la partie secrète. Est-ce que du coup tu considères qu'il y a un obstacle en France par rapport à ce chercheur qui doit faire tous les postes de ce point de vue-là sur les revues? Parce qu'il y avait en Angleterre des gens qui étaient plus dédiés à la partie publication sur de la relecture, de la mise en forme. Alors, pas tellement. Voilà. Après, moi, j'ai jamais eu à utiliser ça de façon directe, mais je sais qu'il y a un certain nombre, on voit sur Twitter, ailleurs, des gens parfois qui ont été contactés par les éditeurs de journaux pour ne pas avoir respecté les embargos, des gens hors de France. Et donc, dans ces cas-là, je pense qu'avoir le soutien de l'institution, c'est beaucoup plus confortable pour les chercheurs. Ouais. Et au niveau juridique, la situation est claire au niveau de qui porte la responsabilité. Parce que si c'est le chercheur qui dépose dans l'archive et qui enfreint le contrat qu'il a pris avec l'éditeur, il y a un accord hiérarchique et une protection ou il n'y a pas d'information claire sur ce point-là? Moi, je lis qu'il y a une protection hiérarchique. Encore une fois, je ferai référence au document. Après, je ne l'ai jamais utilisé en pratique, donc je ne sais pas ce qui se passe en pratique. Mais quand même, la position officielle, et c'est écrit sur un site INRIA, c'est qu'on n'a pas respecté les embargos. Et c'est bien un dépôt en full text direct et pas une mise, parce que ce qui est possible aussi sous HAL, c'est de déposer le document complet et que la plateforme gère elle-même le délai d'embargo. À ma connaissance, c'est pas ça. Pour moi, ça c'est plus ce qu'on voit quand on dépose sur Alinferm, c'est ce qui se passe. Ce que j'en ai compris d'INRIA, c'était pas ça. C'était vraiment un accès direct. Okay. Tu voulais présenter un peu plus l'OSSIG? Oui. Alors, donc l'OSCIG, c'est pour Open Science Special Interest Group. C'est donc un groupe d'intérêt sur la science ouverte qui est lié à la conférence OHBM, Organization of Human Brain Mapping, qui a lieu chaque année. Donc c'est une conférence assez grande qui regroupe entre 2000 et 4000 chercheurs-chercheuses chaque année sur la thématique de l'imagerie cérébrale. Et ce qui est intéressant dans cette communauté, c'est qu'on a des profils assez diversifiés, donc notamment une belle communauté qui vient de la psychologie et aussi une communauté plus informatique. Donc ça fait des gens avec des parcours différents et forcément des approches différentes. Et donc ce groupe d'intérêt, et ce groupe a deux actions principales chaque année. C'est donc deux événements. Le premier, c'est un hackathon, workshop finalement, où les participants vont se retrouver pour travailler ensemble sur des projets de leur choix. Donc c'est extrêmement dynamique, un endroit où on voit la science collaborative en marche finalement. On organise aussi une
je sais pas si on peut dire une mini-conférence, un programme de présentation orale et de discussion qui s'appelle l'Open Science Room et qui a lieu en parallèle de la conférence principale. Cette année, sur ces deux événements, on a eu environ 1000 personnes qui ont participé. C'est des événements qui finalement ont eu lieu en virtuel, un peu à la dernière minute, comme beaucoup d'événements suite au coronavirus. Et donc, ça a été vraiment, au sein de ce groupe, l'occasion d'essayer de tendre vers une recherche, vers une participation plus globale, puisque finalement, habituellement, il faut quand même voyager jusqu'au lieu de la conférence et ça limite énormément le nombre de personnes qui peuvent participer. Si, il y a eu un hackathon cette année, tout organisé tout en virtuel, autour de, comme l'OSR, ça a été organisé autour de trois, ce qu'on appelait des hubs. On avait Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et les Amériques. Pourquoi des hubs? Tout simplement parce qu'avec les fuseaux horaires, finalement, on ne peut pas tous travailler en même temps. Et dans un hackathon, contrairement à une conférence où finalement on pourrait regarder les présentations à des moments différents, le hackathon, le but c'est de travailler ensemble sur des projets. Donc si on a un décalage horaire qui est trop important, peut-être que ça va fonctionner pour certains participants. On n'a pas empêché les participants d'une zone géographique donnée de participer forcément à leur hub, mais on a essayé de faire d'avoir un programme qui permette à chaque personne de participer pendant des horaires qui étaient entre des horaires typiques de travail, disons 9h, 5h, pour la plupart du contenu commun. Le hackathon, il est en deux parties. Le hackathon HBM, il y a cette partie plus projet qu'on appelle Hack Track, mais il y a aussi une partie plus de cours qui sont organisés qu'on appelle Train Track, et toutes les vidéos de la Train Track sont maintenant en ligne. Okay. L'année dernière, au hackathon, on avait 95% de participants qui venaient d'Amérique du Nord ou d'Europe. Cette année, il faudrait que je retrouve les chiffres, mais on a quelque chose de beaucoup plus distribué géographiquement. C'est encore très loin d'être parfait parce que finalement c'est un effort d'aller créer une recherche plus globale, parce que rien que parce que nos canaux de communication, si on pense qu'à ça, ils se dirigent vers les personnes qu'on connaît déjà, et donc c'est nos réseaux. Mais en ayant un événement virtuel, c'est la possibilité d'aller vers quelque chose de plus global. Je pense que c'est extrêmement intéressant. Il y a des participants qui se sont exprimés explicitement sur le fait qu'eux n'auraient pas pu être là au présentiel, mais pouvaient être là au virtuel. Oui, je pense que j'ai des participants qui m'ont exprimé ça, qui ont fait le retour disant que ils auraient simplement pas pu voyager. On a eu aussi des participants d'Afrique, du Nigeria, d'Ouganda, qui sans doute seraient pas venus participer si ça n'avait été des événements virtuels. La conférence OHBM n'était pas gratuite cette année. Elle était moins chère que ce qu'elle est d'habitude, mais elle était loin d'être gratuite, ce qui est encore un frein. On parle par exemple de recherche globale, on dit tout le monde peut accéder, mais tant que le coût d'entrée est élevé, pour beaucoup de pays, c'est un frein réel. Et même en dehors des pays, en fonction des affiliations, ça va être beaucoup plus compliqué de participer. Et pour l'Open Science Room, on avait une route à coût zéro finalement, parce que un des rôles de cette Open Science, de ce groupe sur la science ouverte, c'est d'essayer d'être plus inclusif. Et un des retours qui nous a été fait, qui moi je trouve intéressant et qui effectivement est problématique, c'est que des fois c'était pas tellement le montant à payer, $25, mais c'était l'accès au dollar lui-même qui était compliqué. Dans certains pays, trouver des dollars, c'est quelque chose qui est compliqué, et donc ça réduit la possibilité de participer à des événements. L'Open Science League existe depuis plusieurs années, et il y a un certain nombre de sponsors un peu historiques, je pourrais dire, qui partagent finalement les valeurs de la science ouverte et qui ont envie de les développer. L'INCF que j'ai cité plus tôt, chaque chercheur ou institution peut venir participer, mais donc c'est un financement essentiellement public. L'exemple de financement historique de l'OSIC, c'est Open Neuro. C'est un grand projet américain, donc qui est financé peut-être sur fonds publics et privés. Dans leur cas, je connais pas le détail de leur financement.
Après, on a un certain nombre d'autres acteurs qui sont pas historiques, mais qui, pareil, partagent ces valeurs. Donc, je pense au Wellcome Center of Integrating Neuroimaging au Québec, parce qu'initialement, la conférence devait être à Montréal. Donc, on a Neuromod, qui est pareil, un gros projet de partage de données. CONP, c'est la Canadian Open Neuroscience Platform. L'OHBM, ça marche par des souscriptions, des sociétés savantes. Alors, OHBM, ils ont une souscription annuelle et puis après, ils ont qui essaient petit à petit de séparer du meeting et puis après, le meeting, pour participer à la conférence elle-même, ça a un coût non négligeable. Hein. Cette année, on était à $550 pour un chercheuse, pas un étudiant ni un postdoctorant. En sachant qu'habituellement, c'est plus cher que ça. Je pense autour de, je me trompe pas en disant $700-800 pour participer à la conférence. Ça inclut la souscription annuelle. Mais donc, ça a un coût vraiment non négligeable. Mais c'est assez séparé, même si le compte est le même, c'est assez séparé de la façon dont l'OSIG récupère de l'argent de sponsors pour soutenir ses activités. Le fait qu'il n'y ait pas plus d'occurrences de ce type d'événement vient parce que ils ont un coût. Alors, tout à l'heure, on avait parlé des frais d'inscription, parce qu'il faut prendre en charge l'hébergement d'outils de travail en ligne ou des choses comme ça. Alors, en fait, j'ai pas mentionné ça, mais j'ai parlé du hackathon de l'Open Science League, mais en fait, ce hackathon, il fait partie d'une plus grande, bon, on peut dire organisation. C'est un groupe un peu informel qui s'appelle Brain Hack, qui sont donc des hackathons dans le domaine de la neuroimagerie. Et en fait, bon, en ce moment, c'est un peu plus compliqué, mais il y a un site web, brainhack.org, et ces événements-là, il y en a toute l'année, partout dans le monde. Chaque chercheur peut en organiser. Et à organiser localement, c'est un coût qui est beaucoup plus faible puisqu'on n'a pas à voyager. À Rennes, on a participé 2 fois à le Brainhack qui a lieu une fois par an, qui s'appelle Brainhack Global, où finalement, plein de petits événements de ce type sont organisés partout dans le monde au même moment. Et donc, on peut avoir des échanges entre sites, mais on travaille essentiellement localement. Donc, c'est un partage un peu de pratiques, d'échanges. Ça facilite l'organisation aussi d'avoir une structure plus large. Donc on en a beaucoup et je pense que de plus en plus de gens y participent. Le coût pour les participants, oui, ça dépend du Brainhack en fait. C'est tellement décentralisé que chaque événement est organisé localement et définit son coût localement. Il y a pas de vraie organisation globale qui gère ça. C'est vraiment chaque chercheur qui adhère finalement à ce modèle de pensée, qui peut aller créer son événement et en faire la pub sur ce site web. Quand on a organisé à Rennes, on n'avait pas de frais d'inscription, mais je sais qu'il y a par exemple un événement à Bordeaux qui avait des frais d'inscription, donc c'est vraiment très variable. Ouvert aux chercheurs, où il y a des choses ouvertes à la société civile durant les événements? Je pense pas que les événements soient fermés à qui que ce soit en fait. C'est très ouvert, c'est ouvert aux chercheurs, c'est aussi ouvert, on voit beaucoup aux ingénieurs, finalement à toutes les personnes qui travaillent dans la recherche. Il y a eu un certain nombre d'échanges, en particulier sur les Brainhacks qui ont eu lieu à Paris avec des artistes pour essayer de faire un peu un lien entre l'art et la science du cerveau. Il n'y a pas de politique particulière par rapport à l'Open Access Gold et les pratiques de publication en auteur-payeur? Alors, l'Open Access Green, vert, c'est ce qui est obligatoire hein, finalement quand à l'INSERM, l'INRIA nous demande d'aller déposer nos publications, c'est ça qui se passe. J'ai relu tout à l'heure la page de la science ouverte INRIA et il y avait un endroit, une mention de ne pas payer dans des journaux hybrides. D'accord. Donc
Je pense que c'est vraiment souligner l'open access green. Ce dont je suis pas sûre actuellement, c'est on a un certain nombre de journaux, nous, dans notre discipline, qui viennent de se convertir vers de hybride, finalement, vers Gold Open Access. Ouais. Et il me semble qu'il y a un certain nombre de fonds qui permettent de financer ça, mais je ne sais pas trop quel est le positionnement en termes de préférence, puisque finalement, avec Green Open Access, on avait déjà accès à nos publications. Donc, le problème, c'est que dans certains journaux, on n'a juste pas le choix, en fait. Si les journaux sont passés en Open Access total, c'est soit on publie Gold Open Access, soit on trouve un autre éditeur, quoi. C'est ça. Il y a des journaux qui spécifiquement ont, pour choix, alors je sais pas si ça te parle, le modèle diamant. Non, ça me parle pas, le modèle diamant. Alors du fait que les éditeurs aient récupéré la question de l'open access avec le modèle gold pour contrer finalement le modèle vert, le green, Ouais. il y a des groupes qui se sont formés pour des publications nativement en numérique et en accès ouvert. Qu'ils appellent, alors il y a eu plusieurs dénominations, il y a eu Platinum, il y a eu Diamant, Diamond, mais il n'y a pas eu de marque très poussée, très spécifique. Il y a sur la plateforme Epicence, évidemment, c'est le modèle qui est suivi. Sous Open Edition, il y a beaucoup de journaux, c'est plus des sciences humaines. L'open access sans APC, donc sans Author Processing Charges, donc sans frais d'auteur à la publication. Ouais. Mais je connais pas pour chaque discipline s'il y a des journaux sous ce modèle-là. Mais je voulais poser la question de façon à savoir s'il y avait des journaux de cette forme-là, la nature de leur support. Parce que ce qui est également opposé à ce modèle-là, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui paye. La question, c'est combien et comment. Donc là, sous Epicence, je ne sais pas si j'arriverai à faire des interviews de comités éditoriaux chez eux, mais ça reste le chercheur qui fait. Donc on retombe sur la question du chercheur qui fait tout. Sous Open Edition, c'est délégué sur une plateforme qui s'appelle OSJ, OSJ, les francophones. Mais de mémoire, Open Edition, c'est très sciences humaines. Alors, moi, des journaux de neuroimagerie, là, comme ça, j'en vois pas, qui ont ce modèle-là. Par contre, ça se rapproche de ce dont je parlais tout à l'heure sur les journaux, alors il faudrait que je vérifie que je me trompe pas, mais les journaux qui se concentrent sur publier des softwares, Journal of Open Source Software. Just. Alors, j'ai fait la vérification sur DOAJ. JOS est bien sans APC, sans frais de soumission. Plus par les pairs, elle se passe sur GitHub, si je me trompe pas. Neuroimage, c'est un open access journal. Mais c'est récent. Jusqu'à il y a pas si longtemps, ils étaient hybrides. Et maintenant, ils sont tous open access. Un $3000 d'APC. Ouais. Bon. Après, dans les autres journaux qui sont bien, il y a eLife, côté dans la communauté, et qui a une politique très intéressante. Après, je crois qu'ils avaient pas d'APC initialement, et maintenant ils ont des APC. Ils sont full open access depuis toujours, et ils ont une vision plus ils se posent des questions sur le monde de l'édition scientifique, ce qui est assez intéressant. Ils ont par exemple un groupe de jeunes chercheurs, donc jeunes chercheurs incluant doctorants, postdoctorants, qui a un certain nombre de réflexions, qui a pas longtemps a proposé un certain nombre de guidelines pour améliorer la façon dont eLife fonctionne, notamment par exemple avoir plus de diversité dans les reviewers, inclure plus de jeunes chercheurs et ainsi de suite. Donc ils ont vraiment une politique d'action dans ce domaine-là. Ils organisent des hackathons, ils ont une communauté qui s'appelle eLife Training.
où ils vont finalement prendre un groupe de chercheurs, de jeunes chercheurs ensemble et les faire se rencontrer plusieurs fois dans l'année pour avoir des discussions. Donc on sent qu'ils ont vraiment une politique un peu différente des autres éditeurs, quoi. Je vois, c'est des articles de 2500. C'est 2500? Ouais. Ouais, je pense qu'initialement c'était moins cher que ça. On pourrait retrouver, ils avaient fait je me rappelle très bien quand ils ont mis des APC, ils ont fait un statement pour expliquer pourquoi ils mettaient des APC. Ils ont quand même eu une réflexion, quoi. Et initialement c'était gratuit, mais ouais, ça a changé. Au niveau du processus de relecture par les pairs, il y a des questions disciplinaires spécifiques ou une réflexion en particulier? Moi, j'ai entendu des réflexions sur... bon, déjà, il y a la question de publier les rapports qui sont écrits par les reviewers ou non. Donc, il y a un certain nombre de journaux qui le font. Les journaux de Frontier le font. Je crois que eLife le fait aussi. Que moi, je trouve assez intéressant. Après, dans la communauté, il y a eu une discussion à un moment sur l'idée de... En fait, quand la review est pas mise publiquement avec l'article quand il est publié, certains reviewers disaient, moi, certains chercheurs, en tant que reviewer, avaient une position de dire, moi, je considère que mes reviews doivent être ouvertes. Ça fait partie de, c'est du temps que j'ai passé à écrire cette review, mais ça fait aussi partie finalement d'un résultat de recherche qui devrait être partagé. Et donc, je vais mettre mes rapports de façon ouverte. Alors, donc c'est un chercheur en particulier qui les mettait sur son blog. Et à un moment, ça a créé une discussion dans la communauté parce que de publier sur un blog un rapport vis-à-vis d'un article, donc là, d'un article qui avait été rejeté sans que les auteurs puissent finalement apporter aucune réponse, ça peut avoir un poids non négligeable sur les auteurs. On pense en particulier aux auteurs plus juniors. Et donc finalement, on pose, tout ouvert, mais réfléchissons comment on ouvre. Et finalement, d'autres plateformes de review ouverte sont peut-être plus adaptées avec une possibilité de faire un peu une réponse à ce commentaire-là. Il y a aussi toute la question de signer ou non les reviews. Un certain nombre de chercheurs qui disent que à partir de maintenant, ils vont signer leurs reviews. Ça, je trouve ça plutôt pas mal dans le sens où souvent la façon dont on relit les articles dans notre communauté, le reviewer voit le nom des auteurs, mais les auteurs, eux, ne voient pas le nom des reviewers. Donc ça dépend, hein. On a aussi des conférences où c'est blind dans les deux sens, mais dans les journaux, généralement, c'est pas symétrique. Donc ça rend les choses un peu plus symétriques. Avec cette discussion en fond aussi d'une science un peu plus, de critique un peu plus douce, ou pas douce, mais du ton qu'on va utiliser pour écrire le rapport, en se disant que si on signe, finalement, on se cache moins derrière ce qu'on a écrit, on va peut-être faire des critiques plus constructives. Là, je trouve ça intéressant. Là, je retente une chose en réclamant aux chercheurs qui sont dans des comités éditoriaux et qui seraient dans des journaux, on va dire non diamants, de démissionner de leurs fonctions dans ces journaux-là pour soit contribuer à des journaux diamants, soit lancer les leurs. Est-ce que tu aurais un regard critique sur cette démarche-là? Est-ce que tu trouves que la stratégie est pertinente? Est-ce que tu verrais d'autres personnes cibles plus pertinentes à viser pour des actions de pétition, de demande, de courrier? Alors, déjà, la première chose, c'est que ça me fait penser à un effort, j'ai pas retrouvé le nom là, mais je vais retrouver, d'un chercheur qui est basé en Australie, qui nous a présenté ça, qui a pour objectif de créer, il crée des... Pardon ?
c'est Free Our Knowledge et Oui, c'est voilà, c'est ça. Cooper Smooth, Free Our Knowledge, c'est ça. Donc du coup, ça me fait penser un peu à ça, au sens où d'avoir des pétitions pour accepter une chose en particulier et d'attendre un certain nombre de signataires pour le faire tous ensemble. Mon sentiment, c'est qu'on a besoin d'une action collective en fait. Et on a besoin d'une action collective et on a besoin d'autres journaux où aller poster nos résultats. Et effectivement, toucher les éditeurs, mais toucher un groupe d'éditeurs et d'une communauté en particulier, parce que finalement, la façon dont on publie, c'est très communautaire. En tout cas, chez nous, quoi. On publie dans des journaux qui font de la neuroimagerie. C'est pour ça que je posais la question de savoir s'il y avait des journaux cibles ou des journaux prestigieux, que s'il y avait eu un journal star, la question finale là, que j'aurais formulée, c'est est-ce que contacter les chercheurs qui font un travail d'édition pour ce journal, qui sont à communauté éditoriale et compagnie, s'avérerait une stratégie pertinente pour leur demander publiquement à eux de basculer sur un autre modèle, que ce soit avec une plateforme ou une autre. Moi, j'avais mentionné Epicence parce que c'est la plateforme française de ce modèle-là, mais il n'y avait pas de... Et alors, ça me fait vraiment réaliser, j'ai oublié de parler d'une chose, j'ai oublié de parler d'aperture. Et je pense que c'est donc les personnes dans notre communauté qui réfléchissent à ces questions-là de façon rapprochée. Je crois qu'ils vont sortir une première version bêta dans les prochains mois. D'accord. Il y a eu d'abord les journaux Frontiers qui sont open access, qui ont des APC, mais je pense que quand Frontiers a été créé, l'idée c'était ça, c'était de se dire qu'il fallait qu'on sorte des journaux qui ont des visions très commerciales finalement de la publication scientifique. Donc Frontiers, je pense que c'était une première approche. Après, ça a été critiqué pour un certain nombre de raisons. Et là, une autre initiative qui est en cours, qui est aussi portée par OHBM, c'est un groupe qui s'appelle Aperture. Et leur idée, c'est d'avoir une plateforme qui permette de publier différents artefacts de recherche. Donc ça va être des publications, mais pas uniquement, ça va être des notebooks et ainsi de suite. Je sais pas quel sera le modèle de financement. Donc je connais pas le modèle de financement. L'idée c'est de pouvoir aller publier des choses très différentes. Et l'idée c'est aussi d'arriver à créer un nouveau système de publication qui soit de très haute qualité, disons qui devienne un peu la star dans le domaine. Et je pense que ces efforts-là sont importants aussi parce qu'il nous faut une nouvelle maison pour savoir où est-ce qu'on va aller publier nos articles quand on n'ira plus chez les journaux commerciaux, quoi. C'est un bon tour. Peut-être juste une chose à ajouter que j'ai pas forcément dit explicitement, mais qui était un peu en trame de fond. C'est cette notion que finalement, donc moi je parle de science ouverte. On a différents termes pour dire les mêmes choses, je pense. Mais cette idée d'aller mettre à disposition de la communauté des résultats de recherche, des artefacts, que ce soit du code, donc initialement des journaux, ensuite des données, maintenant du code, mais aussi des idées. Je pense que foncièrement, ça change la façon dont on fait la recherche. On travaille de façon moins individuelle au sein d'un laboratoire ou au sein d'un consortium et de façon plus collaborative, et ce, à toutes les étapes. Et je pense que ça nous emmène vers une recherche qui est plus efficace déjà parce qu'on va travailler avec des plus gros jeux de données. Donc on le disait plus tôt, hein, le fait de travailler avec des petits jeux de données, ça pose problème sur les résultats qu'on obtient, mais aussi plus efficace parce que, par exemple, je me rappelle le premier hackathon où j'ai participé, je trouvais que c'était vraiment agréable parce que finalement c'était un espace où on pouvait poser des questions sur, je sais pas moi, j'utilise tel outil et je sais pas comment faire ça, ou je me pose telle question, des choses vraiment très pratiques,
et on avait des échanges de compétences entre les différents participants, et différents participants arrivent avec des compétences sur différents aspects. Et la même chose se produit au niveau, pas forcément que au niveau des outils, mais aussi au niveau des questions de recherche. Aller parler très tôt d'une idée de recherche, ça permet déjà, en l'exposant à différentes personnes, d'entendre parler d'initiatives auxquelles on connaissait pas encore. C'est aussi une façon d'affiner un peu ces idées, de les rendre plus claires, d'éviter certains écueils. Et donc, on a finalement un développement de la recherche qui est beaucoup plus collaboratif, je trouve.